Le suspense est donc terminé. On sait maintenant qui est le remplaçant. Emmanuel Macron a donc nommé ce matin Gabriel Attal Premier ministre. Oui, aujourd'hui, on est venu en manifestation à l'appel du collectif CSP 75 contre la loi Darmanin. Nous sommes venus pour appeler aussi au 14 janvier contre la loi Darmanin, une loi qui a été votée par la majorité et l'extrême droite. Nous sommes là pour demander le retrait de cette loi-là. Pour son deuxième déplacement au commissariat de police d'Hermont dans le 95, eh bien, Gabriel Attal confirme ses propos de la veille en déclarant vouloir, je cite, défendre les Français qui travaillent et qui aspirent à l'ordre, avant de déclarer, je le cite toujours, « Il n'y a pas de sécurité sans police, pas d'ordre républicain sans policiers ». Je suis venu le rappeler et il a remercié Gérald Darmanin qui l'accompagnait à ce moment-là. La Macronie a réussi à trouver un système de fonctionnement où un jour, il joue sur les mécanismes institutionnels, l'autre sur les mécanismes réglementaires de l'Assemblée nationale pour plus ou moins faire ce qu'ils veulent, notamment quand il n'y a pas vraiment de cadre précis, ils l'inventent. Donc, a priori, l'agenda démocratique ne va pas changer avec la nomination de Gabriel Attal. C'est le premier jour du procès concernant l'affaire Théo. Petit rappel des faits. Il y a 7 ans, le 2 février 2017, à Aulnay-sous-Bois, Théodore Louaka, 22 ans, est violemment interpellé par 3 policiers. Coups au visage, au corps, insultes, gaz lacrymogène, une violence telle que le jeune homme est blessé au rectum par une matraque télescopique. La mise en examen au début des policiers était sur la justification judiciaire du viol et ça a été déqualifié en violence volontaire ayant entraîné un handicap permanent. Et il y a eu un recours contre cette décision qui a donc éloigné le temps du procès. Et il y a eu un autre recours de la part de la défense, cette fois-ci, au moment où il y a eu la décision de passage en cour d'assises contre le fait de juger ces policiers en cour d'assises, ce qui fait qu'effectivement, on arrive à un délai extrêmement long de 7 ans après les faits. Les éléments de langage que j'ai entendus me font peur, moi. Quand je vois que ces policiers-là, qui sont accusés, se positionnent en victime, j'ai du mal à comprendre. Chaque jour va avoir une thématique un peu spécifique. Demain, on va parler beaucoup de l'enquête puisque c'est une journée qui va être quasiment consacrée que aux enquêteurs de l'IGPN. Le jour suivant, va voir défiler les docteurs et les experts médicaux parce qu'il y a une question, un des enjeux, ça va être de savoir et de définir la permanence du handicap et surtout de savoir si Théo, par le fait d'avoir refusé, en tout cas de ne pas avoir suivi le suivi médical qui lui avait été proposé, a une forme de responsabilité dans le fait que son handicap soit permanent. En tout cas, c'est un des enjeux du débat et c'est là-dessus que va jouer la défense pour essayer de minimiser la responsabilité des policiers dans la permanence du handicap de Théo. C'est au tribunal correctionnel de Lyon que s'est ouvert ce jeudi le procès du commissaire Rabat Souchi, poursuivi pour avoir provoqué par ses ordres la charge violente dont avait été victime Geneviève Leguet le 23 mars 2019. Ce jour-là, la septuagénaire faisait partie d'une poignée de militants rassemblés à Nice, des gilets jaunes notamment qui avaient bravé des interdiction de manifester. Et puis là, j'ai vu que derrière moi, il y avait des policiers casqués et tout. J'ai eu un peu peur, puis je me suis dit non, tu fais rien de grave. Tu dis liberté de manifester et il t'arrivera rien. Et je me suis réveillée 6h30 après à l'hôpital. Et bon, il faut savoir que j'ai failli mourir. Tous les docteurs ont dit à mes filles que j'étais morte. Enfin, que j'allais mourir. Alors, parce qu'ils m'ont fracassée par derrière. Et j'étais dans une mare de sang. Le commissaire Souchi a refusé que les street medics viennent faire les premiers soins. Il les a mis en garde à vue. Nous avons quelques noms qui ressortent du nouveau gouvernement Attal et on peut dire qu'on prend les mêmes, presque les mêmes, et on recommence avec un prisme désormais résolument à droite. Les cadres des ministères dits régaliens du précédent gouvernement sont maintenus à leur poste. Éric Dupond-Moretti à la justice, Gérald Darmanin à l'intérieur, Bruno Le Maire à l'économie. C'est vrai, quoi. Pourquoi s'embarrasser à faire une révolution après les fiascos successifs des retraites, de la loi immigration, les 49.3 à répétition? Au contraire, Gabriel Attal renforce le recrutement à droite de l'échiquier politique. Rachida Dati, ministre de la Culture. En Marche, c'est quoi? C'est des traites de gauche, des traites de droite. Des traites de gauche, des traites de droite. Non, mais c'est des gens qui ont trahi. Des traites ou des traîtres? Non, mais c'est des gens qui ont trahi à gauche et des gens qui ont trahi à droite. C'est ça, ce parti.
c'est celui qui le dit qui y est. Non mais sérieusement, quel bel autoportrait prédictif. Le chômage risque d'augmenter encore sensiblement, sauf si on bidouille les chiffres. Voilà. Et comment on bidouille les chiffres ? On fait des réformes sur l'assurance chômage, c'est d'ailleurs ce que veut faire le gouvernement. On fait en sorte que le statut de chômeur soit de plus en plus difficile à avoir. Donc finalement, on va rayer des gens du statut de chômage, on va les faire en sorte qu'ils sortent le plus rapidement possible, et on va faire en sorte qu'ils rentrent le plus difficilement possible. Donc vous allez avoir un chiffre du chômage qui va diminuer, puis les gens vont dire, vous avez vu, le chômage, tout va bien, mais autour de ce chiffre du chômage, vous avez des millions de personnes qui sont dans des situations plus ou moins précaires, qui bossent quelques heures et qui sortent du chiffre principal. Mais pour qui la situation n'est pas idéale. Il y a un mépris envers les pauvres, donc un mépris de classe très clairement. Ce que tu peux aussi être assez aisé et demander, par exemple, de l'APL ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment une ségrégation comme ça, de suspicion davantage chez les pauvres, de contrôle systématique beaucoup plus régulier. Et notamment aussi, ce que j'ai découvert en plus, mais du coup on pourra développer sur le racisme, au niveau des mères isolées, ce que le gouvernement appelle comme ça, souvent elles sont davantage contrôlées parce qu'on va leur dire oui, vous êtes peut-être en concubinage, vous êtes avec quelqu'un, vous vivez chez lui, donc beaucoup plus de contrôle aussi répété. En fait, qui est-ce qui a subi le choc que nous avons vécu, le choc d'inflation, le choc de la baisse d'activité? C'est les gens, en fait, qui l'ont subi. C'est ça, en fait. Ils l'ont subi en faisant des arbitrages, en acceptant de gagner moins parce qu'ils avaient des emplois plus précaires. C'est eux qui ont subi entièrement le choc. Et le gouvernement fait tout pour faire comme s'il ne voyait pas que les gens avaient subi ce choc. Donc, il va redécouper l'assurance chômage après avoir réformé les retraites. Il va faire en sorte, en fait, il va faire des budgets de plus en plus austéritaires avec une dépense publique qui va quasiment pas augmenter. Ce qu'on n'a jamais vu dans les décennies précédentes. Et il fait tout ça comme s'il ne voyait pas ça. Mais il ferait mieux de faire attention parce que ça peut lui revenir en pleine tête comme un boomerang. Je pense que Bruno Le Maire est celui qui en parle le mieux de la future ligne de Macron, à savoir qu'il a dit le plus dur est devant nous en 2024. Donc je ne sais pas qui est nous. Je ne pense pas que c'est Bruno Le Maire qui va aller à la tirette avec sa carte bleue et qui va payer la dette, mais c'est nous qui allons payer la dette et qui dit nous, et dette dit sécurité sociale, chômage, retraite, etc., services publics et autres. Et c'est nous qui allons être encore une fois de plus attaqués. Et le chef d'orchestre de tout ça, ça va être cette fois-ci Gabriel Attal. Hier, c'était Borne. Ça ne change pas grand-chose, quoi. Ce qui est le plus nocif pour l'être humain, c'est l'enlisement. Et en fait, une fois que des êtres humains massivement ont le sentiment d'être enlisés, c'est-à-dire que leur vote ne sera pas pris en compte, que la manifestation de leurs opinions ne sera pas prise en compte, que quelles que soient les stratégies mises en place, la réponse en face sera toujours la même. Ce qui se passe, c'est la révolte. Même quand on sait qu'elle ne va pas être constructive et qu'elle va être réprimée. J'oserais pas le parallèle avec la population civile de Gaza, mais face aux bonnes âmes qui nous expliquent que tuer des gens, c'est mal, j'ai toujours envie de répondre, comment vous sentiriez-vous enfermé chez vous pendant 70 ans avec aucune perspective d'évolution? Voilà, c'est de là que naît la violence. Et je ne suis pas là, moi, en tant que romancière, pour dire qu'elle est bonne ou pas bonne. Mais je suis obligée de noter que quand il y a l'enlisement, il y a forcément la révolte. 23 000 Palestiniens ont été assassinés par Israël. Un bilan aussi extrêmement lourd quant à l'atteinte de toute infrastructure dans la bande de Gaza. Les infrastructures médicaux, aujourd'hui 16 sur 36 hôpitaux fonctionnent partiellement. Dans le nord de la bande de Gaza, 80% des habitations sont partiellement ou complètement détruites. Sur l'ensemble de la bande de Gaza, 60% des habitations sont partiellement ou complètement également détruites. Le problème principal, c'est l'impunité d'Israël dans son droit donné par la communauté internationale à détruire le peuple palestinien, voire à s'attaquer à tous ses voisins de façon impune. Israël va plaider sa cause cette semaine devant la Cour internationale de justice, un organe onusien qu'ils ont boycotté jusqu'à présent. L'Afrique du Sud a engagé une procédure auprès de la Cour internationale de justice pour génocide à l'encontre des Palestiniens le 29 décembre dernier. Ils deviennent le premier État à engager une action de justice contre Israël. Le pays africain estime dans cette requête, je cite, « Les actes commis par Israël revêtent un caractère génocidaire car ils s'accompagnent de l'intention spécifique requise de détruire les Palestiniens de Gaza. » L'urgence aujourd'hui est un cessez-le-feu immédiat
à un cesse de massacres et de crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et le crime de génocide contre le peuple palestinien. Et en parallèle, secourir à la population palestinienne. Israël doit permettre l'accès de l'aide humanitaire. Il y a aussi des voix humanistes qui se disent, en Israël, qui se disent on est complètement en train de perdre notre âme dans cette histoire. Et on est en train de, comme tous les pays, il ne me semble pas que Israël soit un pays comme les autres. C'est un État colonial qui s'est produit sur le nettoyage ethnique. C'est un État qui est devenu colonial. C'est pas un État colonial au départ. Et ce que je veux dire, c'est que au fond, c'est aussi ça qui est en train de se jouer. Et Netanyahou est dans une logique jusqu'au boutiste où on ne sait pas, on ne voit pas vraiment la fin et potentiellement des conséquences désastreuses, évidemment pour les Palestiniens. Ça, c'est la première chose à dire, mais peut-être aussi pour Israël.